Fouad, ravi, enchanté. Alors un grand merci, on était très heureux de présenter ce film, donc c'est le tout premier film de la compétition, c'est aussi le premier moment d'échange. Donc ce récit très beau d'une rencontre qui soigne d'une certaine manière deux existences solitaires. C'est un film d'une grande sobriété en termes de mise en scène, une forme de simplicité, de lignes claires, ce qui n'est pas si fréquent et qui nous a beaucoup plu. Et peut-être pour commencer, ce film démarre avec une succession de plans. On nous présente le personnage, mais avec un plan très vite de nature qui a l'air totalement documentaire, qui est cette ouverture, ce plan de rue, avec l'ouverture des bains-douches, qui est l'endroit où vous avez choisi de camper votre récit. Et on a cette sensation comme ça, au départ on ne sait pas très bien où on est, on pourrait être dans un documentaire, et en tout cas on sent que c'est important pour vous d'ancrer cette fiction dans le réel et tout de suite de faire entendre la réalité sociale qui sous-tend ce récit. Peut-être de parler de cette chose-là dans le film, de cette part sociale ou documentaire. Oui, d'abord, bonjour. C'est marrant parce que ce plan n'est pas écrit à l'origine dans le scénario, c'est en allant repérer le lieu. Ouais. J'y suis allé dès l'ouverture à 8h et ça m'avait marqué ces gens qui attendaient comme ça, éparpillés dans la rue, en attendant l'ouverture des bains-douches. Et ce que je trouvais à la fois fascinant, mais je savais pourquoi ils le faisaient, c'est qu'ils ne faisaient pas la queue de façon normale, comme pour entrer dans une administration quelconque, mais il y avait, ça signifiait qu'il y avait un sentiment de honte. Ils ne voulaient pas que les gens, les passants, sachent qu'ils allaient se laver en fait. Parce qu'il y avait on avait l'impression qu'on leur retirait leur intimité, donc ça m'avait frappé, et du coup j'ai changé le scénario, et je me suis dit, on va commencer directement par ça pour annoncer la couleur, et quelque chose d'assez, comme ça, une idée assez mystérieuse, lieu où on se situait, quoi. Oui, ensuite, alors effectivement, toute la première partie est très documentée. Les gens qui se lavent vraiment sont de vrais usagers des bains-douches. On ne dit pas clients parce que c'est gratuit. Donc ce sont des usagers des bains-douches. Et oui, donc je voulais frapper beaucoup, signifier qu'on allait parler de ce lieu, que ce lieu allait être un personnage en soi. Voilà, donc dans une volonté de crédibilité, oui, j'avais besoin de quelque chose de brut dès le départ. Voilà. Et d'ailleurs, le foyer, c'est parti du même principe avec les gens à l'entrée. Ce sont les vrais gens qui vendent des bonbons. Voilà, je voulais vraiment tout de suite insuffler quelque chose de brut dans le film, quoi. Voilà. Effectivement, le lieu, quand vous dites que c'est un personnage à part entière, il y a vraiment cette façon de filmer de plans qui épousent vraiment les murs. On est très conscient de l'espace, de cette topographie. Vous le filmez un peu sur toutes ses coutures d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il est très présent comme un personnage, effectivement. Donc ça rendait curieux aussi de ce choix à la fois de ce lieu-là en particulier et de cette question des travailleurs isolés, du coup, ce qui a pu vous... En fait, ce que je vois dans ce lieu, c'est que l'espèce de panel comme ça, le spectre des gens qui viennent se laver, c'est aussi ça qui m'a intéressé. En fait. Vous avez autant de travailleurs pauvres, que d'étudiants, de retraités, vous avez des migrants, des femmes seules, des roms, voilà, c'est tout ce panel-là de gens qu'on voit peu, qui est un peu, qui fait pas vraiment partie de l'imagerie collective comme ça, donc je voulais vraiment poser un projecteur sur ces gens-là. Et puis, alors, c'est marrant, sur les bains-douches, ce que je trouve assez intéressant, c'est le contraste entre la beauté de la bâtisse et la fonction première du lieu. Là, celui où on a tourné, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, d'ailleurs, quasiment tous les bains-douches sont classés, en fait. Donc c'est assez surprenant que ce lieu classé, comme ça, qui projette pas mal de choses intéressantes, soit aussi le lieu où les gens, dans la précarité, viennent récupérer un peu de leur dignité, quoi. Voilà pourquoi j'ai aussi choisi les bains-douches. J'y allais quand j'étais tout petit, donc j'avais envie d'y retourner, je crois. Et ça n'a pas changé, il y a une histoire personnelle. D'ailleurs, j'allais dans ce bain-douche-là quand j'étais, et ça n'a rien à changer, en fait. Ah, c'est le même principe. Il y a juste le public qui a un peu changé. Ce que disaient les employés, c'est que les mouvements du monde venaient se percuter là, dans les bains-douches. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture de l'Europe, ils ont vu beaucoup de gens de l'Est, des Roms,
Et en ce moment, il y a beaucoup de familles syriennes qui viennent. Donc voilà, une espèce de lien avec l'actualité directe est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et cette chanson de Djurdjura, enfin, on se souvient un peu, le roi du ballet, du coup, bon, le personnage ressemble à s'y méprendre à ce que dit un peu la chanson. Et du coup, c'est vraiment, il y a ce lien personnel avec ce lieu. Et cette chanson aussi, elle est à l'origine de l'écriture du film. Comment ça s'imbrique? Ouais, en fait, il y a un téléfilm qui s'appelait Pas perdu, un téléfilm pour France 3, à l'époque FR3, qui date de 1983. C'est en noir et blanc, et c'est un des premiers films, je m'en mêle, c'est pas le premier, qui parlait de la figure du travailleur immigré, première génération. C'était un monsieur qui faisait le ménage dans le métro. Et c'est la première fois que je voyais représenter à l'écran un personnage qui aurait pu être mon père. Voilà. C'est une espèce de héros de cinéma qui sortait de ce que j'avais l'habitude de voir. Et alors, le film, j'en ai un vague souvenir, mais la chanson, c'était Le Roi du Ballet, la musique que vous entendez, c'était la musique du générique. Alors, plusieurs fois, et c'est une musique qui m'a marqué, qui m'accompagne depuis, quoi. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, si je traitais de ce sujet, cette musique viendrait l'illustrer. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'album, on n'a pas retrouvé de source, on a juste trouvé un vinyle sur internet qu'on a dû remasteriser on a essayé de les contacter. C'est 3 sœurs kabyles, Djurdjura, qui n'ont jamais répondu. Donc voilà, quelque chose d'assez mystérieux aussi autour de cette musique. Et par rapport à ce personnage principal, du coup, qui porte le nom, en tout cas, de la chanson, Ahmed, le film est sur un duo. C'est un film qui travaille une relation comme ça entre générations, avec tout ce que ça veut dire de différence, bien sûr, d'histoire personnelle, mais même de rapport à la langue, de plein de choses, enfin de rapport à la France aussi. Et peut-être de parler un peu de ce binôme. Dans le film, il y a 2 choses à la fois, en termes de mise en scène, je faisais toute la beauté du film, c'est ces moments d'interaction entre eux, une façon dans le rythme, dans le montage, de montrer ce que c'est que de provoquer, aller chercher quelqu'un, le faire réagir, et ça c'est vraiment des beautés du film. Et puis par ailleurs, du coup, ces acteurs, quoi. Alors, comment ce duo, quoi. Comment ce duo est né? Ça s'est passé, ouais. Et ben, donc, Ahmed, maintenant tout le monde l'appelle Ahmed, il s'appelle Mohamed. Il n'est absolument pas comédien, en fait, il est agent d'entretien à la Goutte d'Or, qui est un quartier populaire de Paris. C'est une célébrité locale en même temps, tout le monde le connaît. Depuis des années, en fait, il sort les poubelles de 3-4 pâtés de maison. Je fais ça depuis 30 ans. Et moi, je cherchais, dans cette quête d'authenticité, quelque chose de brut. J'ai vu des acteurs au début de cette génération-là, qui faisaient beaucoup du théâtre, et il dégageait quelque chose de trop intellectuel, trop lettré, et ça ne marchait pas du tout. Du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui arrive avec sa propre histoire et dont le vécu soit marqué sur son visage, ses attitudes. Et en plus, il me faisait penser à mon propre père. D'ailleurs, le manteau qu'il porte, c'est celui de mon père. Il faut dire à quel point je vais aller chercher le truc très loin. Et donc voilà, je suis allé à la Goutte d'Or. J'ai rencontré un monsieur qui connaît tous les Chiranis de la Goutte d'Or. Et Mohamed passait devant moi, il tirait une poubelle et je lui dis, mais c'est lui. Le personnage, c'est ce monsieur. Donc on l'a rencontré, on a discuté avec lui. Il m'a dit non, il a hésité, il a un peu pris peur. Finalement, on a réussi à le convaincre de se lancer dans l'aventure. Et donc voilà, ensuite il a fait un vrai travail d'acteur. On a répété, travaillé. Voilà, alors l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes de cette génération qui sont quasi analphabètes, qui ont occupé des métiers très compliqués, donc ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas appris français depuis 30 ans. Et lui, il est très impliqué associativement dans la vie de la Goutte d'Or. Il a créé un tournoi de pétanque avec d'autres. Il aide certains qui ne parlent pas français à traduire les papiers administratifs. Enfin, il fait plein de trucs. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'il a été très précieux, parce qu'il est du coup très vite à l'aise face à la caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez inattendu. Et du coup, quand on a fait la rencontre avec Bilal et Mike, ils se sont assis là, en fait, qui lui a joué dans quelques courts-métrages, pas beaucoup. Il a fait une formation de 1000 visages qu'a créé Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, voilà, en Seine-Saint-Denis. Et lui, c'est un petit gars du quartier, il forme des techniciens et des acteurs, et voilà, donc il a commencé comme ça. Et là, il commence à beaucoup tourner, il est dans Engrenage en ce moment. Il tourne, voilà, et il va tourner 2 grosses comédies, donc voilà, il a quelque chose d'assez insaisissable qui, moi, m'a tout de suite intéressé, quoi. Et donc, quand ils sont assis l'un en face de l'autre à la répétition, ça a pris tout de suite. Voilà, il y a un truc comme ça magique. La complicité est née en un instant, ils sont en train de des fous rires. Donc voilà, donc, du coup, ça a été un peu compliqué sur le tournage parce qu'ils étaient presque trop complices.
Il fallait garder un peu de distance. Un rapport père-fils, c'est pas du tout un rapport à pote, ami, quoi. Voilà. Donc on a travaillé dans ce sens-là beaucoup, tous les trois. C'est un beau récit comme ça de filiation, de substitution et de soins, enfin de pansement. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau sur la façon dont ça se croise. Ouais, mais d'ailleurs, je ne voulais pas. Au départ, j'avais demandé pour le rôle de Mike, à la directrice de casting, de choisir quelqu'un de très différent de moi-même. Donc je voulais un blond aux yeux bleus, rouquin, pour qu'il n'y ait pas une filiation directe. Et que ce soit quelque chose de plus universel, en fait. Ils se reconnaissent. Bonjour. Là, c'est le réveil. Donc voilà, espèce de. Et en fait, aux essais, il se trouve que elle m'a présenté une dizaine de profils que je demandais. Moi, je voulais Kevin Azaïs, mais il y a 10 ans. Un peu roublard, un peu marrant, pour sortir du cliché du jeune un peu en marge, qui serait une boule de nerfs. Et en fait, je voulais pas de ça, je voulais m'éloigner de ça. Sauf que aux essais, les autres surjouaient beaucoup. Je crois qu'ils n'avaient pas tout saisi. Et Bilal est arrivé très nonchalant, très naturel, un peu désinvolte, pas très bien réveillé. Et du coup, ça m'a séduit. Je l'imaginais pas comme ça, mais je me dis, tiens, il y a quelque chose à creuser là-dedans que je trouvais plutôt intéressant. Voilà. Il a des beaux éclats de... Il a un très beau sourire, mais il faut le secouer de temps en temps. Ouais. Bon, bah, un immense merci. Bah, je vous en prie. Voilà, ravi de vous rencontrer.